La traduction, c'est vraiment pas de la blague. Franchement, c'est tu peux tout transformer, tu peux faire tout dire, enfin, tu vois. Donc au moins de la rigueur, de l'intérêt, du respect, de l'amour, du soin, c'est le minimum. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kif Taras qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans tabou les effets des inégalités raciales dans notre société sous une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Pour cet épisode, les montages, mixages, réalisations sont assurés par Osama Ezaz du média Artisan de l'Esprit qu'on remercie et les prises de vue montage vidéo sont assurées par l'équipe de Alex Amara qu'on remercie également. En italien, on dit traduttore traditore, ce qui sous-tend l'idée que traduire, c'est trahir. En effet, l'exercice de la traduction littéraire est souvent périlleux. Épouser une pensée énoncée dans une langue étrangère, en rendre compte en français auprès de personnes qui n'en sont pas nécessairement locutrices, c'est une mission délicate. Plus encore quand on évoque des oppressions que l'on a tendance à mettre sous le tapis en France hexagonale. Comment traduire les auteurs et autrices qui travaillent sur les questions de race et de genre sans les trahir ? C'est le thème de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui avec notre invitée Maboula Soumaoro. Salut Maboula. Salut Rokhaya. Salut Grace. Alors, il y a un roulement de tambour. Je demanderai à Osama de mettre un roulement de tambour, là. Tu as battu le record du nombre d'invitations dans Kif Taras. C'est donc ta 3e venue dans le podcast. Merci beaucoup. Alors que moi, je me sens assez négligée. C'est vrai qu'il y a eu 2 saisons comme ça où on t'a pas invité. Vous m'avez pas invité alors que vous m'aviez habituée à des apparitions régulières, mais bon, c'est pas Tu veux plus du titre de marraine, alors? Mais si, je suis marraine à jamais, ça, c'est le minimum. Je pensais que j'allais évoluer, peut-être avoir une promotion. Marraine, reine, tu vois, oublier le reine. Carrément, rien que ça. Reine, impératrice. Prêtresse. Grande prêtresse. Prêtresse de Kif Taras. C'est pas mal. Voilà. Ouais. Donc, en plus de ce titre, tu es civilisationniste, maîtresse de conférences à l'université François Rabelais de Tours, président de l'association Black History Month, et tu es également 2023-2024 Fellow Institute for Ideas and Imagination à la Columbia University Global Centers de Paris. Ça claque. Ouais, elle a tout ça, elle veut quand même en plus avoir un titre aux frais de Kif Taras. J'aime les titres, grande prêtresse de Kif Taras, moi ça me va. Tu as publié Le Triangle Hexagone en 2020 pour lequel on t'a reçu, publié à La Découverte, et tu as traduit et préfacé le livre de Saidiya Hartman, À perte de mer, parution aux éditions Brooks en 2024. Alors Maboula, tu le sais, puisque tu es déjà venue plusieurs fois, dans Kif Taras, on a un rituel, on demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial, sachant que Grace est perçue comme une femme asiatique dans le contexte français, et moi comme une femme noire. En Maboula, on le sait, tu n'en démords pas. À chaque fois qu'on te pose la question, tu réponds systématiquement la même chose, tu nous dis que tu es noire. Alors, si on considère le climat politique actuel, on te laisse une nouvelle chance de te situer. Est-ce que tu souhaites revenir sur ta déclaration, Maboula ? Aucune évolution à ce niveau-là. Je suis une femme noire, peau foncée, africaine, musulmane. Eh bien, c'est un avenir radieux qui t'attend dans ce pays. Non, il n'y a rien à changer à ce niveau-là. C'est toujours la même chose. Et pour savoir comment tu t'en es aperçu, les épisodes où tu nous en as parlé à plusieurs reprises, donc on ne va pas revenir là-dessus. Alors, on t'invite pour ton travail de traductrice aujourd'hui aussi en grande partie. Donc tu as traduit le livre, un des livres de Saidiya Hartman qui est paru en 2007 aux États-Unis qui s'appelle Lose Your Mother en anglais. Et donc tu as traduit ce titre par À perte de mer, donc M-E-R-E. Et est-ce que tu peux nous raconter le lien que tu as avec son œuvre et qu'est-ce qui a mené, le travail qui a mené à cette traduction, donc 16 ans plus tard, en français? Oui, enfin, une traduction enfin en français. Donc Lose Your Mother, tu viens de le dire, il est paru en 2007 aux États-Unis. Moi, j'ai dû le lire peut-être vers 2010. Et en fait, je rencontre l'ouvrage à un moment vraiment particulier. C'est juste après
la soutenance de ma thèse de doctorat. Et en fait, c'est comme si je traversais à ce moment-là une sorte de crise existentielle académique. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir tout donné pour la thèse, que j'ai réussi à maîtriser le jargon universitaire académique. Il a fallu que je me batte pour ce sujet de thèse. Et ça, c'est ce que je raconte dans le triangle et l'hexagone. Et donc, une fois que j'ai soutenu, une fois que je deviens maîtresse de conférences, que j'enseigne, que je suis enfin titulaire, je commence à me dire que j'arrive plus du tout à écrire de manière classique, universitaire, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est éteint, j'ai pas envie, ça m'intéresse plus, une fois que j'ai maîtrisé cet exercice-là. En vérité, comme c'était l'université peut-être en général, c'était pas mon lieu d'origine, mon lieu social d'origine. Donc une fois que tu as effectué peut-être cette ascension, bah, je me dis qu'en vérité, j'ai cet outil, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de parler cette langue-là, j'ai pas envie de communiquer comme ça. Donc je me retrouve un peu perdue. Et je continue à travailler notamment aux États-Unis. Je collabore avec des collègues et je partage avec ces collègues, voilà, cette impression, en disant ouais, je sais pas quoi faire, je sais pas sur quoi j'ai envie de travailler, j'ai pas envie d'écrire comme ceci, comme cela. Et plusieurs, dont Rokhaya Glover qui a traduit le triangle en Kayama anglais. Glover. T'as dit Rokhaya Glover. Bon, il y a un montage. Ça, tu peux te reprendre. Ah, ça, c'est très drôle. Le mix. Donc, tu t'appelles pas Glover? Pas encore. Non, donc Kayama Glover, qui est une collègue et une amie, qui a d'ailleurs traduit le triangle et l'hexagone en anglais, fait partie des gens qui m'ont dit tu devrais regarder le travail de Sadie Hartman, ça pourrait t'intéresser. Donc Kayama me dit ça, d'autres personnes me disent ça, et finalement je lis Sadie Hartman et je commence par Lose Your Mother, qui n'est pas son premier livre. Son premier livre, c'est Scenes of Subjection, qui a été tiré de sa thèse de doctorat. Lose Your Mother, c'est son deuxième livre. Et donc, en fait, je lis Lose Your Mother et ça me guérit de tout. En fait, je me dis, enfin, quelqu'un qui écrit de manière personnelle, quelqu'un qui est investi dans la recherche, quelqu'un qui se pose des questions et qui partage ses états d'âme en disant, en gros, en se plaignant, en étant saoulé, en étant déprimé par rapport à toutes ces questions, enfin, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la racialisation dans l'Occident depuis l'ère moderne. Donc, vraiment, quand je lis Lose Your Mother, c'est comme un nouveau souffle. Je me dis, il est possible d'écrire autrement parce que le livre, il est tellement particulier, il est tellement inclassable, il se permet l'utilisation du pronom personnel « je ». Voilà, c'est une écriture plus ancrée et c'est une belle écriture, c'est aussi de la littérature, c'est aussi de l'histoire, c'est aussi de l'ethnographie. Donc voilà, c'est devenu mon modèle à partir de là. C'est comme ça que je tombe. Et dans le monde académique états-unien, c'est une personnalité très importante. Oui, Sadie Hartman, c'est Beyoncé. Enfin, c'est dans le monde académique des États-Unis, elle est très très connue. Déjà, elle enseigne depuis longtemps à Columbia University. Elle est passée par Berkeley. Elle a fait sa thèse à Yale ou à Princeton. Elle est là depuis longtemps. Maintenant, elle est ce qu'on appelle full professor à Columbia. Ça veut dire que c'est le grade le plus élevé pour les profs. Elle a reçu une bourse MacArthur, ce qu'on appelle les Genius Grants. Donc voilà, Chimamanda Adichie a reçu une bourse MacArthur, Ta-Nehisi Coates. Enfin voilà, c'est des grandes distinctions. Et elle doit avoir une 60aine d'années maintenant. Elle est plutôt en fin de carrière et vraiment ces 3 livres, donc Scenes of Subjection, Lose Your Mother et Wayward Lives, sont des grands classiques. En 2022 aux États-Unis, puisque j'y étais, c'était le 25e anniversaire de la publication de Scenes of Subjection et dans de nombreuses universités, il y a eu des sortes de commémorations, des célébrations du 25e anniversaire. Donc c'est quelqu'un qui est très très connu de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, toi, tu as traduit son ouvrage, mais tu le préfaces aussi. Dans cette préface, tu t'interroges. Tu te poses la question, puisque le thème du livre est la mémoire de la traite esclavagiste transatlantique. Et tu te demandes comment effectuer une traduction valable dans un contexte où les silences pèsent et entravent avec tant de force, donc la France en l'occurrence, et comment trouver le vocabulaire quand la culture de la langue de traduction n'est que déni et silence. Oui. C'était ça l'un des enjeux de la traduction, c'est-à-dire donc déjà faire pénétrer les travaux de
de Sadie Hartmann dans la sphère française et la sphère francophone, mais avec des contextes particuliers. Sadie Hartmann, elle est née aux États-Unis, elle est d'origine donc africaine-américaine et afro-caribéenne de par son père, et cette histoire de la traite et cette histoire de l'esclavage aux États-Unis, elles sont très ancrées sur le territoire états-unien. Donc il y a évidemment qu'il y a des problèmes, évidemment qu'il y a eu toute cette histoire de racisme et qui continue, mais au moins c'est une discussion qui existe. En France, avec cette dichotomie entre l'Hexagone et le reste des territoires français, je sais pas, là aujourd'hui on pourrait parler de la Nouvelle-Calédonie par exemple, il y a quand même un silence plus pesant dans les énonciations et les formulations de cette histoire et de cette mémoire. Donc il était vraiment important pas seulement de briser des silences, mais de se rappeler que des intellectuels et des artistes du monde français et francophone, souvent extra-hexagonal, avaient en vérité trouvé les mots, trouvé le lexique, trouvé des façons de parler de cette histoire. Donc, tu vois, c'est juste des petits mots techniques, par exemple les forts d'esclaves ou les esclaveries. Les esclaveries, par exemple. Est-ce que tu peux nous dire ce mot, quelle réalité ça recouvre? D'accord. Donc, les esclaveries, c'était vraiment pour traduire le terme slavehold en anglais. Et en fait, c'est les endroits où étaient stockés les esclaves en partance pour les Amériques. Voilà. Et donc, en vérité, j'arrivais pas à trouver le mot en français pour dire, donc il y avait fort d'esclaves. Mais j'ai aussi fait appel à toutes mes connaissances relatives à cette diaspora nord-africaine, à toutes les personnes même en français, surtout en français, qui ont écrit sur cette histoire. Et en fait, j'ai trouvé esclaverie, qui peut être un néologisme, qui a été inventé par Maryse Condé. Et esclaverie, ça apparaît dans le roman Ségou, où il y a un moment, il y a un des fils Traoré, parce que c'est l'histoire des fils Traoré, un des fils Traoré qui va partir au Brésil, et on parle des esclaveries où sont entassés les esclaves. Donc je me dis, ce mot-là, il existe, Maryse Condé existe, la Guadeloupe existe, et c'est pas étonnant que des personnes originaires de ces territoires aient pu, nommer ces choses-là. C'est comme Césaire, il y a un terme qui émane de Césaire. Je crois que c'est en anglais c'est Barracoon, qui est aussi le titre d'un ouvrage qui a été co-traduit par Fabienne Canor notamment, et qui est un ouvrage j'ai oublié son nom, d'une africaine-américaine anthropologue et écrivaine très connue, celle qui a fait leurs yeux dardés sur Dieu. Oui, Neale Hurston. Zora Neale Hurston, voilà. Et donc, elle avait fait un livre qui parlait des derniers Africains qui étaient arrivés aux États-Unis dans le cadre de la traite illégale. Donc vraiment, je crois, 1860. Et donc, ce manuscrit qui a été perdu pendant longtemps, il est sorti récemment aux États-Unis et il vient d'être traduit peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, notamment par Fabienne Canor. Et ils ont gardé Barracoon. Et Barracoon, c'est tu vois, ça serait l'équivalent de case même peut-être en créole francophone. C'est les petites baraques ou les petites maisons, les petites huttes où habitaient les esclaves. Et donc, Barracoon, j'ai oublié le terme maintenant en français, mais c'est Césaire qui m'a apporté la solution, parce que dans le cahier d'un retour au pays natal, il utilise ce terme-là. Enfin, c'est-à-dire que dans la traduction en anglais de ce terme de Césaire, la traduction anglaise c'est Barracoon. Et donc je suis revenue au texte en français et j'ai trouvé le terme qui m'échappe évidemment là tout de suite maintenant. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Et c'est-à-dire que pour traduire ce livre en français, tu as dû faire appel à des termes qui existent, qui ont été créés pour décrire cette réalité, mais qui ont été ensevelis par effacée par cette mise à distance de notre pays par rapport à cette histoire qui est la traite transatlantique négrière. Et donc, dans ce travail de traduction, il y a à la fois, tu connais cette histoire, tu n'as pas appris pour ce livre, pour traduire ce livre, mais malgré ton niveau d'érudition dans cette matière, dans cette discipline, il a fallu que tu ailles chercher des choses qui, toi-même, dans ta recherche universitaire, ces mots n'existaient pas. Oui, comme si les mots qui avaient été produits et qui pourtant existaient n'avaient pas pénétré la psyché intellectuelle française. Nationale, parce qu'elle a pénétré au niveau
des Outre-mer, en fait, Ouais. mais qu'elle est pas arrivée jusqu'à l'Hexagone. Exactement, elle n'est pas arrivée jusqu'à l'Hexagone. Et comme moi, j'ai une formation en plus d'angliciste et que j'ai une formation en anglais aux États-Unis, bah, il y avait ce vocabulaire en fait qui manquait, mais comme s'il T'en avais n'existait pas pas. besoin, en fait, Ouais, non, j'en avais pas dans ta besoin. recherche. Ouais. Et en fait, c'était juste aller le récupérer. Et c'est pour ça que on en a parlé au départ, mais que j'insiste même dans la préface, que c'était pas une question de fabriquer, il n'était pas question de fabriquer des néologismes. En fait, c'est comment on fait pour rappeler au bon souvenir de cette langue française et de cette République française que ces mots-là existent parce que ces expériences ont existé et parce que ces personnes ont existé. Donc voilà, c'est juste un rappel. Ouais, donc tu cites effectivement Maryse Condé, Édouard Glissant ou encore Aimé Césaire qui ont créé ces mots Bien sûr. dont nous ne nous servons pas, en fait, alors En qu'ils fait, existent. qu'ils existent parce que on s'en sert pas, parce qu'on pense pas à ces territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, parce qu'ils font pas partie de cette histoire, parce que l'histoire est limitée à l'Hexagone. Est-ce que Alors, tu penses que c'est pour ça que ça met autant de temps de traduire cette autrice en français? 16 ans. 16 ans. Bah, déjà, peut-être qu'il faut la connaître, peut-être qu'il faut s'y intéresser, peut-être qu'il faut respecter. Tu vois, si on estime que cette histoire, vu qu'il y a tous ces processus de silenciation, si on estime que cette histoire, elle n'a rien à nous apprendre ou qu'elle n'éclaire rien du présent français, tu vois, à part ces résurgences, comme tout à l'heure, je plaisantais un peu avec la Nouvelle-Calédonie, mais aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Calédonie. Il y a quelques années, c'était la Guadeloupe. De temps en temps, mais qu'est-ce qui se passe outre-mer? Qu'est-ce qui se passe là? Mais jamais en continu. Et donc, cette silenciation de ces territoires et de ces histoires liées à ces territoires, et ben, c'est ça l'effacement de cette histoire coloniale et cette histoire esclavagiste. Donc, je pense que si tu es formaté dans cet esprit franco-français hexagonal, bah, t'as pas besoin de Sadie Hartmann et tu vas pas te dire que c'est un livre important. Moi, je sais que quand je suis revenue en France à la fin des années 2000, il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont demandé qu'est-ce qui vaudrait la peine d'être traduit. Et depuis au moins 2009, je dis Sadie Hartmann et personne ne s'y intéressait ou personne n'a jugé ça voilà, digne d'intérêt, digne de valeur, jusqu'à ce que les éditions Brooke, elles se disent il faut la traduire. Ouais. Bah, en tout cas, je comprends pourquoi tu as été bouleversée par cet ouvrage, parce qu'il est incroyable, Ouais. vraiment. Elle parle de tout ce qui enfin, l'intérieur, de l'extérieur, de la réflexion, de ressentir. Enfin, c'est magnifique, vraiment. Voilà. Ouais, non, c'est vraiment c'est un livre complet et c'est un livre très sensible, c'est un livre très poétique et c'est un livre qui va au fond des choses. Enfin, tu vois, c'est pas un livre très gai, hein, ça, il faut le dire, mais moi j'ai bien aimé cette profondeur et alliée à la beauté et à la complexité et vraiment le défi de toutes les frontières disciplinaires. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Alors, on va poursuivre sur la question justement de la beauté de la langue et de la traduction avec un premier son que je te propose d'écouter. Pour avancer vers notre avenir, nous devons d'abord mettre de côté nos différences. Déposons nos armes pour pouvoir nous tendre les bras. Ce poème et sa poète ont marqué l'investiture de Joe Biden et fait le tour du monde. Un message fort qui résonne aujourd'hui autrement et divise. Qui donc pour traduire le poème de l'américaine Amanda Gorman? La controverse commence aux Pays-Bas, après qu'une journaliste noire, Janice Deul, a affirmé que le poème ne pouvait pas être traduit par Marieke Lucas Renneveld, une écrivaine blanche. Un argument qui a fait polémique. Alors, c'est un extrait d'un reportage de TV5 Monde qui a été diffusé en mars 2021. La poétesse dont il est question, c'est Amanda Gorman, qui s'est illustrée lors de l'investiture de Joe Biden en janvier 2021 et qui a été traduite dans le monde suite à sa prestation assez spectaculaire. Comment tu as vécu cette polémique sur justement... je trouve que déjà, sur ce qui s'est dit aux Pays-Bas, c'est extrêmement réducteur. La réalité... Je me réfère à un texte qui avait été écrit par l'autrice et traductrice Janan Marasli-Gill, qui a été publié sur le site du festival Read My World en mars 2021, où notamment elle disait que la polémique portait aussi sur le fait de choisir une personne dont la traduction n'était pas la spécialité et qui était une personne qui était surtout connue pour avoir reçu un prix. Et donc c'était plus une réponse marketing dans un contexte où en fait Amanda Gorman, c'est le fruit de cette réflexion sur le racisme systémique. Et en fait, on ne se préoccupe pas du racisme
systémique que peuvent expérimenter les traducteurs et les traductrices noires. Et donc, on ne met pas en action vraiment le propos qui est dans son récit, quoi. Alors, si tu me demandes ce que j'ai pensé de la polémique, comme d'habitude, c'était super nul et super superficiel. C'est les mots d'une professeure. Hein. Voilà. C'est bien, vous pouvez mettre ça dans votre vraiment copie. sans intérêt. On va dire que c'est super nul. Voilà. Non, mais c'est noyer le poisson. Tu vois, tout de suite, ça comment dire, interpelle l'attention. Quand tu dis une blanche ne peut pas traduire une noire et que tu réduis ça à ça, c'est nul. Si vous me permettez, je vais faire un détour. Tu vois, c'est comme vous devez vous en souvenir. Dans les années 2010, il y avait eu une polémique en France autour d'une déclaration de, je crois que c'était Claude Guéant qui parlait de toutes les civilisations qui ne se valent pas. Et donc, il y avait une mini polémique. Je dis, ça se réveille un peu. Genre, comment ça? Il a dit, toutes les civilisations ne se valent pas. Et je me disais, déjà, vous le dites toute la journée, tout le temps. Enfin, pourquoi aujourd'hui ça fait polémique? Mais je parle de ce moment-là parce que, en vérité, c'était au moment des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale qu'il y avait Serge... Claude Guéant qui était ministre de l'Intérieur, pour rappel, pour les personnes qui s'en souviennent plus. Ouais, ou qui sont qui jeunes. n'étaient pas nés. Et en fait, au moment du temps consacré aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, c'était Serge Letchimy, le député de la Martinique, qui avait commenté ceci. Cette déclaration-là de Claude Guéant pour répondre et en utilisant, en vérité, un extrait de Aimé Césaire et du discours sur le colonialisme. Et donc, en fait, dans ce discours sur le colonialisme, Césaire, il fait toute la généalogie de la violence occidentale qui est, après un effet boomerang, est revenue frapper l'Occident en son sein lors de la Deuxième Guerre mondiale et notamment avec la Shoah et l'extermination des populations tziganes, enfin voilà. Et donc, Césaire, il fait clairement, pour qui connaît l'œuvre, il fait vraiment un lien généalogique entre la Deuxième Guerre mondiale et toutes les violences coloniales et esclavagistes. Et donc, quand Serge Letchimy s'est exprimé de cette façon, il y avait eu une polémique encore plus grande, puisque le gouvernement, donc c'était François Fillon à l'époque le Premier ministre, le gouvernement avait quitté l'hémicycle en disant que nous ne nous laisserons pas insulter de nazis. Mais c'était pas seulement dire que le gouvernement était nazi, c'était et nazi et colonialiste et esclavagiste et voilà. Et donc pour moi je fais le parallèle avec la controverse de il y a 3 ans là autour de la traduction de Gorman. Si tu synthétises tout ça en disant une femme noire doit être traduite par une femme blanche, c'est encore une fois, c'est nul. C'est pas ça la question. La question, comme tu l'as dit, elle est d'emblée structurelle. C'est premièrement, il y a un aspect économique. Quand tu traduis, ça veut dire qu'il y a un contrat, il y a une rémunération. Donc, qui a accès à ce contrat? Et quelle est la légitimité aussi des personnes qui ont accès à ces contrats de traduction et quelle est la formation de ces traducteurs et de ces traductrices. En fait, quand l'autrice néerlandaise noire parle de ça, elle parle de même la formation de ces traducteurs et ces traductrices qui structurellement, systémiquement, ne seront pas formés sur une langue qui peut être utilisée par Amanda Gorman, parce qu'il y a des savoirs qui sont marginalisés, parce qu'il y a des populations qui sont marginalisées. Et c'est ce que dit Janan aussi dans son papier, c'est que Amanda Gorman, elle vient du poème, enfin c'est une poétesse, et elle s'exprime d'une certaine manière, c'est le spoken word, et c'est une manière de s'exprimer qui est ancrée dans la culture afro-américaine. Exactement. Donc en fait, si on n'a pas cette connaissance, on ne peut pas la traduire de manière juste. Et il est même normal que tu n'aies pas, parce que c'est pas la connaissance qui a pénétré les cercles classiques de formation. Donc, au-delà, par exemple, tu pourrais très bien avoir aussi, je sais pas, une femme blanche qui s'est particulièrement intéressée à ces questions-là, à cette langue-là, et qui serait légitime. Donc, c'est pas seulement la couleur. C'est pas automatique, en fait, c'est pas transposable. Parce que dans ces cas-là, tu prends n'importe quel noir pour traduire Gordman. Mais ce que ça révèle aussi, c'est qu'on se pose jamais la question de savoir qui traduit quoi. Exactement. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est Google, c'est bon en fait. Hein. Google Translate. Non mais ce que je veux dire, c'est que non, c'est ChatGPT quand même. Là, ça a révélé en fait cette espèce de vide. Ouais. On s'est dit elle peut pas, censure, c'est ça en fait qui se fait d'argent, qui va qui a la reconnaissance aussi, parce que tout à coup c'est une poétesse prestigieuse. Exactement. C'est pas, je veux dire, c'est quelqu'un de connu. Donc pourquoi on l'associe, pourquoi c'est pas une personne
non blanche qui va être associée à ce prestige, quoi. Exactement. Et comment et pour moi la question fondamentale c'est la connaissance, la capacité, la légitimité en fait. Qu'est-ce qui dans ton parcours, qu'est-ce qui dans ta formation, qu'est-ce qui peut-être même dans tes goûts, dans tes sensibilités fait de toi la personne la plus apte, la plus à même à produire la meilleure des traductions. La meilleure des traductions, pas une sorte de formation générale et généraliste qui fait que je peux traduire ci, et je peux traduire Shakespeare, et je peux traduire Dostoïevski, je peux traduire Gorman. Enfin, c'est pas, il y a des spécificités, il y a des spécialisations. Un traducteur littéraire ou une traductrice littéraire, c'est pas un traducteur technique ou scientifique, c'est pas la même formation. Alors pourquoi ça s'efface quand on est face à des, je sais pas moi, des trajectoires différentes, à des énonciations, des littératures différentes. Moi, je regarde très peu, en fait, qui traduit une œuvre lorsque je l'achète en français. Ouais. Et ça, c'est une tare, en fait. C'est-à-dire que, parce que je ne prête pas attention à, il n'y a pas de soin, parce que le titre de l'article de Janan, c'est uncaring. Ça veut dire qu'on ne traduit pas avec soin. Elle ne dit pas que la traduction, elle est défectueuse. C'est pas le sujet, mais c'est que on ne met pas de soin dans l'acte de traduire. Et ça c'est là où et moi je mets pas de soin dans l'acte d'acheter un ouvrage traduit et alors que enfin en tout cas juridiquement un traducteur est a une part d'auteur, c'est-à-dire que c'est pas juste un accessoire à l'œuvre, c'est pas une personne qui est en périphérie de l'œuvre, c'est une personne qui est essentielle dans la création de l'œuvre dans une autre langue, parce que voilà, là on parle de l'anglais, donc il y a plein de gens peut-être qui lisent déjà en anglais parce que c'est une langue qui peut être apprise à l'école depuis un très jeune âge, mais si on parle de langues pour lesquelles on n'a aucune appétence, aucune formation, évidemment qu'on va le prendre en français, puisque et là se pose, donc là on est incapable de dire ça c'est mal traduit, puisque on peut pas, voilà. On a vraiment accès à la traduction donc finie, donc le traducteur ou la traductrice a les pleins pouvoirs en fait, et peut-être qu'on est privé de certaines choses. Et moi qui m'intéresse tu vois, aux cultures, à l'histoire de cette diaspora noire africaine, je suis très sensible à la confiscation de la beauté. Par exemple, j'ai l'impression que c'est le premier truc qui saute. Et ça fait partie de cette attention, de ce care qui est mentionné par cette autrice. Donc, tu vois, qu'est-ce que, tu vois, le soin, l'attention, le respect, et qui passe par la connaissance, qui passe par peut-être de l'amour, enfin, tu vois, qu'il y a un enjeu. Et quand, je veux dire, l'exemple le plus connu récemment, ça a été Une colère noire de Ta-Nehisi Coates, qui vient de ressortir, qui a été réédité. Maintenant, ça s'appelle Entre le monde et moi. Ce qui était le titre original, Between the World and Me. Voilà, qui était le titre original, mais moi, je me dis qui était aussi une citation d'un poème de Langston Hughes. De Richard Wright. De Richard Wright. Ouais. Tu vois, et donc même quand on retraduit aujourd'hui, qu'on améliore et qu'on dit Entre le monde et moi je me dis que peut-être qu'on aurait pu même réfléchir à quelque chose d'autre. C'était pas une question de garder l'aspect littéral, tu vois. C'est plutôt la poésie. Voilà, mais en tout cas. Une colère noire passée Entre le monde et moi et une colère noire, là ça n'a aucun... Non mais tu vois, c'est nul comme dirait professeur Mabula Sonaro. C'est super nul. Non, mais c'est vrai nul parce que c'est vraiment, t'as raison de rappeler toute cette généalogie intellectuelle et artistique avec ce poème de base de Richard Wright. Donc il y a quand même un lyricisme, il y a le poème existe, il décrit une scène particulière de lynchage, enfin voilà. Et comment on passe de ça à une colère noire? Pourquoi on passe de la beauté, de la poésie au seum, enfin tu vois, la politique, on va dire, la plus crue, ou la contestation. Et à l'obsession, la race, puisque, enfin, je veux dire, il y a aussi ça qui transparaît dans ce titre, c'est qu'on met noir pour parler. Pour dire que c'est un noir qui, attention, c'est un noir un petit peu énervé qui a écrit ce livre. On voit pas les couleurs habituellement, mais là on les voit bien. Parce qu'en plus, je pense qu'il y a un enjeu différent de traduire une œuvre et traduire le titre. Parce qu'il faut faire le buzz. Tu sais comment c'est le titre. Il y a un soin différent. Par exemple, quand tu es journaliste et que tu écris ton article, c'est pas toi qui écris ton titre. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ton travail. Jamais, absolument pas. Tu peux proposer un titre si tu veux. Mais il est jamais pris. Non, mais enfin, moi, je propose pas de titre, en fait. Je sais que ce sera à d'autres gens qui vont... ils prennent un truc, des fois, qui n'a rien à voir. C'est pour ça que, tu sais, on dit les titres putaclic, enfin, je mets des guillemets, tu vois, parce que c'est pas toi qui décide, et des fois, tu es tributaire d'un titre qui a été choisi pour toi, en dépit de ce que tu as voulu dire. Ça m'étonne vraiment, parce que moi, je travaille beaucoup à partir des titres.
Tu Ah vois, ouais. c'est le titre fait partie pour moi de Moi aussi. dans mes travaux. Mm. C'est ça n'a pas été le cas là pour Sadie Hartman, mais souvent ça commence par un titre. Et pour moi, c'est le titre qui synthétise tout ce que j'ai en tête et qu'après je vais déployer. Donc moi, mes titres, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Et tu vois, par exemple, moi qui écris pour des gens qui sont pas français, qui écris notamment pour le Guardian et pour des gens qui ne vivent pas en France, dans mon titre, en fait, il va toujours avoir France. Tu vois, parce que je m'adresse à des gens qui connaissent pas le contexte. Donc, systématiquement, ça va être un titre qui va appeler à des gens qui vivent pas en France, qui connaissent pas les réalités françaises et qui vont vouloir s'y intéresser. Donc, enfin, tu vois, moi, je trouve les choix légitimes dans le sens où je ferais pas le même titre si j'écrivais dans Le Monde Bien que sûr. si j'écris, tu vois. Bien Et du sûr. coup, mais c'est vrai que les titres ne sont pas du tout. C'est le secrétariat de rédaction, en fait, qui choisit ça. Mais ça veut dire qu'une colère noire de Ta-Nehisi Coates en français, c'est pour dire aux gens que c'est un noir américain qui est en colère pour les États-Unis. Ça, c'est Oui, avec un petit jeu de mots, parce qu'une colère noire, c'est pas racial, en fait, à la base, comme expression. Ah tu oui, vois, bien c'est sûr. quand t'as une colère noire, c'est Une grosse colère. c'est vraiment que t'es vraiment pas Somme. content. Ils auraient pu appeler ça Somme. Voilà, il y a un petit Somme florilège, noire. il y a un petit florilège dans ton livre des titres Ouais. de Somme, hein, quand même, parce qu'il n'y a pas que lui. Ta-Nehisi Non, Coates, non. il est très Bien sûr, connu. il y a une histoire aujourd'hui. de massacre de titres. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est comme ça qu'ils ont traduit. Ouais, c'est Mais d'ailleurs, il y a eu un article à ce sujet, au sujet de parce que en fait, pour le livre de Ta-Nehisi Coates, il a été traduit une nouvelle fois. C'est-à-dire que le titre a été changé, mais c'est une nouvelle traduction qui a été proposée au public français. Et un article du J'ai Monde pu est paru relire. à ce sujet, effectivement, au début de l'année. Dans l'article t'évoque, l'article indique le débat est virulent entre tenants de l'universalisme et défenseurs d'un point de vue situé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'universalisme n'est pas entre guillemets, mais situé et entre guillemets. C'est comme si mais c'est situé quoi, c'est-à-dire parce que tous les points de vue sont situés. En ouais, fait. oui, mais Enfin, parce que et puis justement l'universalisme, j'ai relu donc cette nouvelle traduction et j'ai fait plein de commentaires sur cette nouvelle traduction de Coates. donc voilà, ce qui est paru, donc la première traduction était de Thomas Chaumont. Ouais. Elle est reparue cet hiver avec un nouveau titre et traduit par Karine Lalechère. Ouais. Et c'est toi qui as relu. Ouais, donc c'est tu as moi qui ai relu. relu, j'ai fait plein de commentaires. J'ai pas échangé avec elle directement, j'ai échangé avec l'éditrice. Je pense lui avoir pris la tête, j'imagine. Mais mes exigences, elles étaient liées à la qualité. Tu vois, c'est pas le fait d'être situé, c'est de la qualité. Qu'est-ce qui est dit là, qu'est-ce qui transparaît là, qu'est-ce qu'on a perdu là, et le rythme de la phrase, et la beauté de la phrase, et le lyricisme, et la référence ici. C'est ça. Donc c'est quoi qui est situé donc ma situation de, je sais pas, angliciste, de docteur en civilisation du monde anglophone, c'est ça? Bah, je pense que ce que voulait dire l'article, c'est qu'en gros, d'un côté, il y a les blancs qui voient pas les couleurs, et puis de l'autre, il y a les personnes qui veulent absolument, enfin blancs ou hétéros, ou, enfin tu vois, cisgenres, etc. Ouais. Et de l'autre côté, quand tu es en écrit d'une personne trans, une personne noire, Ouais. une personne, et ben c'est un positionnement situé qui est revendiqué. Mais je trouve que la notion, l'idée même que toute ta traduction n'aspire pas à l'universalisme est déjà problématique. Tu vois ce que je veux dire? Tellement ouf. Ouais. Non, mais c'est encore une accusation de militance. Mais En fait, c'est ça, c'est que c'est toi, en que- fait, tu traduirais en tant que militante, Ouais, enfin, avec. Et surtout que l'universalisme n'est pas mis entre guillemets, c'est-à-dire Ouais, qu'elle ouais. considère que c'est quelque chose, c'est une Si, vraie ça existe. proposition. Ouais, Oui, c'est ça. Ça existe, comme Ouais. on le sait tous, Mm. et qu'on le vit tous. Je voudrais faire aussi un parallèle avec la polémique qu'il y a eu autour de l'auteur Timothée de Fontbelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu, en fait, c'est un auteur jeunesse qui est très connu dans le monde de la littérature jeunesse et qui a écrit un livre qui s'appelle Alma, Le vent se lève, qui est l'histoire d'une petite fille noire qui, en fait, c'est une histoire de l'esclavage à travers les yeux d'une petite fille noire. Mhm. Et donc, cet auteur, il a été primé en France pour ce livre. Et en fait, son éditeur a refusé de le traduire en anglais. Parce que c'est un éditeur britannique qui le diffuse aux États-Unis et il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Walker Books, ouais. Walker Books. Et Walker Books décide. Walker Books, c'est l'éditeur. Ouais. Il s'appelle Books et il est éditeur. Non, c'est le nom de la maison Non, non, d'édition. non. Ah, d'accord. Je vais dire, c'est Mais une blague. c'est un trajet tout tracé. Hein. Ouais. Il s'appelle Monsieur Page. Voilà. C'est pour ça, pardon. Non. Et donc, et là, il y a des médias français qui écrivent, alors sans surprise, Le Point, Le Figaro, Valeurs Actuelles, qui écrivent censure, l'auteur privé de traduction en anglais, c'est accusé d'appropriation culturelle, alors qu'en fait, il n'y a jamais eu de communication de la part de l'éditeur. Ils ont juste refusé de traduire un livre en anglais
comme il arrive à plein de gens, mais bon, mais aussi parce que on C'est pas un s'imagine. droit automatique, la traduction. Non, mais un peu. déjà, c'est rare. Ouais. Enfin, Ouais. non, mais il faut rappeler que moi, je l'ai appris justement quand mon livre, il a été traduit en anglais, qu'en vérité, il y a très peu de livres en français qui sont traduits en anglais. C'est un pourcentage vraiment ridicule, déjà. Bah moi, je voudrais dire que quand j'ai demandé à mon éditrice si c'était possible d'envisager ça, elle m'a dit, mais tu sais, ils ont déjà des livres comme ça là-bas. Voilà. Non, mais et tu vois, et au-delà de ça, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont traduits du français à l'anglais. Donc, déjà. Et donc cet homme, Timothée de Fontbelle, qui est un homme blanc, Mhm. voilà, il a déclaré, j'ai habité en Afrique avec ma famille. Le pauvre. Nous sommes allés en vacances voir les forteresses qui étaient sur la côte du Ghana. Donc, et j'ai découvert physiquement cette réalité de l'esclavage. Je me suis promis de raconter cela un jour. Il a fallu attendre mes 47 ans pour que Alma paraisse. Voilà. Donc c'est pour dire que cette polémique, elle était vraiment extrêmement stérile, puisque il a été traduit par une autre édition. En 2022, et il a publié 2 autres livres de cette trilogie, sur le même thème qui est l'esclavage à travers les yeux d'une petite fille. Il n'a pas été non traduit parce que le mec était blanc, c'est pas ça l'histoire. C'est juste que ça n'intéresserait personne, en fait. Enfin, je veux dire, non, mais à un moment donné, enfin, t'imagines en anglais tous les livres sur l'esclavage auxquels t'as accès, qu'est-ce que t'en as à faire de Thibaut de, attends, Timothée. Timothée de Fontbelle qui Voilà. te raconte le point de Non, vue d'une Mais en fait, petite c'est fille. que ce refus enfin, a créé une espèce de... ils ont crié wokisme, en fait. Bah quoi. oui. C'est tout Sa de suite, justification, elle est tu te chelou rends aussi. compte, hein. alors qu'il n'y a bah pas... oui, c'est ça. Je suis allée au J'ai Ghana. un ami noir. Voilà, je suis allée au Ghana. Ouais, bah ça donne encore moins envie de le traduire. hein. Si c'est ça ton expertise, c'est d'être allé au Ghana avec ta famille. Franchement, Exactement. moi aussi, Parce je suis allée au que c'est Ghana. Ça revient à ce que tu disais. Tu sais, il y a l'expertise, l'expérience. Enfin, tu vois, quand les gens mènent ces polémiques-là, on dirait qu'ils te parlent comme si tu n'étais pas spécialiste de ton sujet. C'est comme si j'étais juste une meuf renois. Tu sais, je suis une meuf renois qui a quelque chose à dire. Exactement. C'est comme si j'étais pas spécialiste de la Exactement, question. exactement. C'est ça qu'on efface. Parce qu'entre quelqu'un qui dit, moi, je suis allé en vacances avec ma famille, j'ai été visiter les forts d'esclaves, les esclaveries au Ghana, et quelqu'un qui a fait sa thèse de doctorat sur la question. Ouais, c'est pas juste que t'es noir et lui est blanc. C'est-à-dire qu'il y a quand même autre chose derrière. Mais c'est eux qui réduisent cette question Exactement. à la race, en fait. Ouais, ouais. C'est terrible, en fait, Ouais. d'inverser la charge de l'accusation raciste. Ouais. Finalement, c'est évidemment nous les racistes, puisqu'il y a un déni, en fait, de la race en France. Enfin, bon, voilà. Ah, c'est fou. Alors, il y a un truc qui m'intéresse aussi dans ton livre, c'est le choix de la transcription des mots de l'anglais vers le français, notamment parce qu'il y a des mots d'origine africaine ou autres qui sont traduits différemment en français et en anglais. Dans le livre, par exemple, tu évoques le village de Djoufouré, en Gambie. C'est un village qui est évoqué dans le fameux livre de Alex Hollet, Racine, paru en 1976. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de la traduction française de l'époque, mais en français, en fait, c'était écrit Djoufouré, D-J-O-U-2-F-O-U-R et accent aigu. Et toi, dans ton livre, t'écris Djoufouré, J-U-2-F-U-R-E, donc avec la graphie anglaise. Ouais. Et ça me rappelle la question aussi de la traduction des noms, évidemment, puisque moi, par exemple, je m'appelle Diallo, D-I-A-2-L-O, mais en Wolof, ça se dit Diallo. Ouais. Ce qui fait que mes cousins qui sont gambiens, donc la Gambie, c'est un territoire qui est à l'intérieur du Sénégal qui a été colonisé par les Anglais, il s'appelle Diallo, J-A-2-L-O-W. Ouais. Et du coup, même, je me dis que logiquement, même Djoufouré, en fait, ça devrait être Djoufouré en français et pas Djou. Enfin, tu vois. Et du coup, comment cette question-là, en fait, de ces mots qui, selon que les personnes aient été colonisées par les Français ou les Anglais, comment tu l'abordes? Là, c'est vrai que Djoufouré, je me suis pas trop pris la tête, en vérité. Je crois que j'ai regardé des transcriptions, même en français, mais plutôt dans les sciences humaines, tu vois, et qu'il était mis comme ça. Et il y a des fois, c'est ça, c'est vraiment un travail d'investigation pour savoir qu'est-ce qui est passé en langue française, qu'est-ce qui a été retranscrit en français et de quelle façon, tu vois. Et ça renvoie encore une fois à ce qui est étudié, pas étudié. Est-ce qu'il y a plus de, je sais pas, travaux universitaires anglophones sur la Gambie plutôt ou sur le Ghana que sur, tu vois, c'est des choses comme ça. Il y a des fois, tu sais pas quoi faire. Il y a des mots. Je sais que je crois que je les ai laissés avec tu vois, l'orthographe anglaise. Parce que j'ai pas trouvé en français. Tu vois, j'ai pas trouvé l'équivalence en français parce que chacun a sa zone d'intérêt, parce que chacun a sa zone d'étude et c'est pour ça que à mes yeux que la traduction c'est tellement important parce que sinon c'est toujours la même partie du monde qui va regarder la même partie du monde et qu'il n'y a pas de
tu vois, la traduction, ça permet la circulation, ça Mhm. permet l'échange et ça ouvre l'esprit. Et toi, tu crois que, voilà, nous, on fait ceci de cette façon, mais il y a d'autres qui font, par exemple, la même chose, mais d'une façon différente. Et c'est là qu'on peut commencer à discuter. Et pour ce projet de traduction, l'idée, de départ, c'était aussi de partager ou d'attirer l'attention sur quelqu'un comme Sadie Hartman. Pas pour dire que c'est la seule, mais au moins, je veux dire, on a plus intérêt à la connaître que de ne pas la connaître. Tout comme j'aurais pu, je parle pas portugais, mais il y a tout ce qui a été produit au Brésil. Enfin, voilà, vaut mieux le savoir que ne pas le savoir. Mm. Et tant qu'on parle pas ces langues-là, et tant qu'on n'essaye pas de faire converser toutes ces langues, on est quand même, c'est réduit en fait comme connaissance, tu vois. Donc le travail, vraiment, ça a été de chercher comment on disait ces choses-là. Dans les sciences, en histoire, en tout cas dans les sciences sociales et les sciences humaines en langue française. On en a déjà parlé ici dans cet épisode, notamment avec Mame Fatou Niang, quand elle est venue. Vous avez fait un travail toutes les deux sur le mot barbouillage en français, puisqu'on disait toujours blackface, qui est un mot donc anglophone. Ouais. Et vous avez écrit du besoin de traduire et d'ancrer l'expérience noire dans l'Hexagone. Donc je pense que c'est important de dire que si on ne nomme pas les choses, et ben on perd notre humanité à cet endroit-là et que en fait il y a une forme d'extériorisation en fait. Exactement. Parce que quand on dit blackface, c'est comme on dit elle est black. Ça donne l'impression que c'est pas un sujet français en fait. Non, tu vois, c'est comme quand on dit elle est gay. tu vois. Enfin tous les trucs comme il y a des mots et pourtant on sait à quel point la langue française est constitutive de cette citoyenneté française. On sait qu'on a l'académie l'Académie française. Enfin tu vois. Le premier article de la Constitution qui dit que la langue de la République est la langue française. Voilà. Enfin peut-être pas le premier, mais en tout cas c'est dans la Constitution. Ouais, c'est intéressant de voir à quel moment il y a plus assez de français. De mots français pour exprimer surtout des identités et surtout des identités qui semblent poser problème. Tu vois, donc black, tu vois, ou gay, ou je sais pas, il y a d'autres mots. Après, il y a beaucoup d'anglicismes, mais c'est normal. Ça, c'est l'impérialisme, aussi, tu vois, culturel des États-Unis. Mais dire blackface, c'est comme si tu parlais d'un phénomène qui n'avait lieu que uniquement dans ces zones anglophones, et c'est les États-Unis. En tout cas, dès qu'on pense esclavage, on pense plantation, on pense coton, on pense États-Unis, puis après la ségrégation, lynchage et tout ça. On pense jamais habitation, comme on le dit dans les territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer. On pense jamais canne à sucre, on pense jamais Rome. Enfin, tu vois, et ça c'est franco-français, tu vois. Et on voudrait terminer par lorsque la traduction fait passer beaucoup de contresens et lorsqu'elle porte une idéologie qui n'est pas celle de l'auteur, l'autrice de base, on devrait te faire... La trahison, alors. Exactement. Quand, comme tu dis... Traditore. On va écouter un son tout de suite. 이세야! 그리고 내 이름은 구순범이야. Alors c'est très court, c'est un petit extrait de Okja, c'est un film de science-fiction américano-sud-coréen qui a été coécrit et réalisé par Bong Joon-ho, qui est sorti en 2017 et avec entre autres Steven Yeun, l'acteur américano-coréen comme personnage, l'un des personnages. Et alors en fait, la séquence est en coréen dans le film. Et en coréen, Steven Yeun dit « Mon nom est Ko Sum-bum » et les sous-titres, qui sont en anglais, disent « Essaie d'apprendre l'anglais, ça ouvre des portes ». Donc là, c'est-à-dire que... C'est du délire. Là, quand tu parles de trahison, c'est-à-dire que donc, le gars dit son nom pour que le personnage à qui il s'adresse se rappelle son nom. Et en fait, ça a été transformé dans la version américaine. Enfin, la version... en fait, c'était au cinéma, puis après, c'était sur Netflix. Donc, je pense que c'est sur Netflix que ça a aussi été... Enfin, ça a eu cours un peu partout. Mais il lui dit, c'est un message idéologique, c'était « Essaie d'apprendre l'anglais, ça peut t'ouvrir des portes ». Enfin, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il dirait ça ? En plus, à un moment de crise un petit peu, donc c'est trop bizarre. Et dans les erreurs de traduction, on échange souvent au sujet de la traduction avec Maboula, et du coup, je suis repartie dans notre histoire
historique WhatsApp pour me souvenir de ce dont je t'avais parlé. Il y a pas longtemps, j'ai regardé le documentaire Supermodels qui a été diffusé sur Apple TV. Dans ce documentaire, Linda Evangelista parle de Naomi Campbell et elle la décrit comme une fierce goddess en anglais. Et tout à coup, cette fierté a été transformée en français en sauvage. Ouais, parce que Naomi Campbell, est noire. Bah oui, elle est noire, donc c'est une panthère, donc elle est sauvage, donc la jungle et compagnie. Parce que dans le mot fierce, parce que quand tu traduis, tu fais des choix. Et donc, dans les choix, il y a du renoncement. Ouais, On exactement. renonce à une part de signification de ce mot. Parce que fierce, ça veut dire féroce, bien sûr, mais ça veut aussi dire déterminé, ça veut aussi dire... Parce que fierce, moi, je l'associerais beaucoup quand tu parles d'un combattant, d'une combattante, un soldat. Enfin, tu vois, il y a quelque chose une forme de détermination. Il y a quelque chose de très digne aussi, tu vois. Mais voilà, sauvage, c'est vraiment... Fierce Goddess, moi, ça m'amène plus à, comme Amazon. Tu vois, quelque chose comme ça, plutôt que sauvage. Dans ces cas-là, tu dis... Alors, on peut dire noir, comme une liane. Comme une liane. Ouais, c'est fou. Voilà. Et j'ai des exemples aussi pour mon dernier documentaire qui s'appelle Destin croisé, solidarité entre juifs et noirs aux États-Unis, que j'ai réalisé avec David Ribojad. Donc, j'ai dû relire toute la traduction. Il y avait, franchement, c'était hyper problématique. Et j'ai des exemples, par exemple, quand un de mes personnages que j'ai interviewé dit racial equality, ils ont traduit par égalité des races. Tu vois, c'est quoi les races, en fait? Tu vois, c'est ça. Comme si, c'est hyper problématique parce que justement, les races n'existent pas. Et le fait de dire égalité des races, ça veut dire que tu valides une hiérarchisation que je n'ai jamais validée, tu vois. Ou encore, des gens qui disent freedom movement, ça a été traduit par mouvement pour la paix. Et tu te dis, mais c'est pas ça, en fait. Il n'y aura pas la paix avant. Ouais, c'est ça. La liberté et la paix, c'est pas la même chose, en fait. Il peut y avoir la paix sans liberté, en fait, tu vois. Donc, c'est politiquement, c'est même pas le même projet que tu défends. Ouais. Tu vois. Et il y a aussi des contresens. Par exemple, je me souviens d'un documentaire, mon premier documentaire. À un moment donné, une personne évoque la France black blanc beurre des années 90, de l'après-Coupe du Monde. Et la personne a traduit. Comment c'est traduit? C'était black, white, butter. Beurre, le beurre, en fait. Littéralement. C'était vraiment. La personne n'a rien compris. Elle s'est pas renseignée. Non, mais ça veut dire que tu t'es pas renseigné, tu n'as pas réfléchi. Pourquoi le beurre surgirait après les noirs et les blancs comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire à cette question du care? Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Donc, le sous-titre, en fait, de mon film, et c'est ça. Parce que là, ça n'a aucun sens. C'est que tu t'en fous complètement du sujet du film. Et effectivement, on revient complètement à cette idée de prendre soin de la traduction et des personnages qui parlent. Bien sûr, tu prends soin des personnages, tu prends soin des auteurs et des autrices. Et du récit. Tu prends soin, du récit de cette histoire. Parce que justement, on parle de récits qui émanent de populations qui sont historiquement marginalisées. Bien sûr qu'il y a un enjeu qui est politique de base, Et cet enjeu-là, c'est celui de la justice aussi, et du respect. C'est le seul, mais de la qualité et de la véracité. Enfin, butter, faut pas déconner quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le beurre comme ça, le beurre à tartiner. Mais dans ces cas-là, parce que j'ai envie de dire, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. C'est-à-dire, dans ces cas-là, black, blanc, beurre, tu mets chocolate, butter. Enfin, tu vois, dans ces cas-là, si c'est le délire, allons dans le délire jusqu'au bout. Non, mais c'est vraiment... nul. C'est pour ça que c'est nul. Super nul. Mais du coup, quand tu parlais de privation, en fait, des personnes qui reçoivent, en fait, la traduction, elles sont privées de la compréhension, exactement. En fait, Exactement. de ce que et il y a des personnage. choses, moi, dans la préface, je parle justement du film Bamboozled de Spike Lee, et qui est pour moi un de ses meilleurs films. C'est vraiment un film très, très intéressant. Et ce film... The Very Black Show, c'est ça? The Very Black Show. Il a été traduit en anglais. Par The Very Black Show. Enfin, c'est nul. Ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a pas de sens. Et après, il y a tellement de références culturelles. Il y a tellement... Enfin, c'est vraiment un de ces films les plus pointus. Et si tu connais pas, tu ne peux que mal traduire. Et pourquoi? C'est toi qui as le contrat de traduction. Tu vois, je pense à... Moi, finalement, j'ai traduit Sadie Hartman assez tardivement. Mais en vérité, prendre conscience des enjeux de la traduction, ça m'a pris du temps. Alors que je l'ai beaucoup pratiqué. Je me souviens que quand Rachid Jaidani, il fait Rangen, et que Rangen est traduit, donc il est sous-titré en anglais, il m'appelle moi, et il appelle aussi une autre fille qui fait de la traduction, qui s'appelle Nadia Haïdera, et il nous demande de relire le traducteur parce qu'il sait, avec l'argot, avec les mots en arabe, avec, tu vois, le parler, que le traducteur ne va pas tout voir. Et en vérité, c'est la première fois que j'ai relu des sous-titres pour un film. Et c'était en 2012 ou en 2011. C'est ce que j'aurais dû faire pour mon film.
Non, mais je le fais, maintenant, mais... au moins, enfin, c'est mais ouais, la traduction, c'est une vraie question. Il y a un enjeu, mais un enjeu éminemment politique. complètement. Parce que tu massacres les choses, tu les transformes, tu les enlaidis et tu prives le lectorat ou les comment dire spectateurs ou spectatrices de choses. Et moi, enfin, quelqu'un comme Sadie Hartman, c'est une pépite. Donc faut pas bousiller cette pépite. Il faut la garder pépite. Sinon, c'est dégueulasse. C'est super nul. C'est super nul. Le titre de cet épisode, super nul. Mais non, mais c'est vraiment la traduction, c'est vraiment pas de la blague. Franchement, c'est tu peux tout transformer, tu peux faire tout dire, enfin, tu vois. Donc au moins de la rigueur, de l'intérêt, du respect, de l'amour, du soin, c'est le minimum. De la formation sur toutes les langues, tous les récits, tous les types, toutes les disciplines. Et donc, il y a des disciplines qui systématiquement, elles sont exclues des domaines de formation. Et ben, les gens qui ont les certifications pour pratiquer ces disciplines ne sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau, c'est tout. C'est vraiment sincère quand je dis c'est nul, c'est juste nul. Ouais, c'est une excellente conclusion. Tu vas te valoir beaucoup d'amitié. On n'en est pas là, on a lâché l'affaire tant que je kiffe ta race. Ça suffit. Exactement. Nous, on t'aime bien, Maboula. On t'apprécie. C'est On est toujours tes amis. Donc, c'est la fin de ce numéro de Kiffe ta race avec Maboula Soumaoro. La grande prêtresse de notre podcast. La fierce goddess. La liane sauvage de Kiffe ta race. Donc, tu as traduit et préfacé le livre de Sadie Hartman À perte de mer aux éditions Brooks. Et tu as aussi de nombreux livres à ton actif et de nombreux travaux. Donc, n'hésitez pas à lire Maboula Soumaoro et à commenter, liker, nous écrire sur kifftaras@kifftaras.com et sur tous les réseaux sociaux, X, Instagram. Et laissez-nous des commentaires sur toutes les plateformes, 5 étoiles de préférence. N'hésitez pas à nous dire que vous nous appréciez. Tout autre avis ne sera pas entendu. On se retrouve dans 15 jours pour un dernier épisode de la saison. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Maboula. Merci Maboula. Merci, grâce à Rokhaya. Longue vie à Kiffe ta race. Inch'Allah.